C'est l'heure d'LCI est à vous le mag. Bonjour à tous, salut Benoît. Salut Bénédicte. En deuxième partie, on va parler de l'UMP, mais pas de panique, je vous rassure, il ne s'agit pas de refaire le psychodrame ni de l'analyser, on va plutôt dédramatiser, rire un peu, essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le web. Vous verrez que les internautes ont été très productifs. On recevra aussi un collectif de vidéastes très créatifs sur le web. Et puis d'abord, Benoît, en première partie, donc plus sérieux. Comment faire quand on est une institution de la République pour gérer son image sur le web? On fait appel à des agents spécialisés. C'est ce qu'a fait Matignon. Le SIG, service d'information du gouvernement, compte bien profiter de cette manne d'informations que sont les réseaux sociaux. Twitter, principalement, entre 5 et 8 millions d'inscrits en France, on ne sait pas trop, en tout cas 7e position des pays utilisateurs dans le monde, c'est pas mal. Les gens y donnent leur avis sur le tout, vous le savez, on l'a dit ici assez souvent, et bien évidemment sur les décisions, projets ou annonces du gouvernement. Avec un bon logiciel, est-ce qu'on ne pourrait pas en tirer quelque chose de tout cela? Est-ce que nos dirigeants ne tiennent pas là un baromètre en temps réel de l'opinion publique? Est-ce fiable, crédible, représentatif? Comment faire le tri dans ce torrent de commentaires? Est-ce que ça pourrait pas, à terme, remplacer les sondages? Eh bien, ça en fait des questions, Bénédicte, mais rassurez-vous, on ne va pas y répondre tout seul. Et non, on va y répondre avec Samuel Coupé, cofondateur de VisiBrain, l'un des sous-traitants du SIG. Donc bonjour à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc vous travaillez pour le service d'information du gouvernement. Entre autres, vous proposez votre outil. Donc c'est quoi votre outil exactement? Dans la presse, on a pu lire logiciel mouchard. Alors c'est un petit peu péjoratif, mais... Je vais vous expliquer. Il n'y a rien d'aussi palpitant. C'est pas du tout un mouchard. On ne parle pas du tout d'espionnage. Ouais. Je vais déjà vous dire quelques mots sur VisiBrain. VisiBrain, c'est relativement simple. Nous, ce qu'on fait, on propose un logiciel qui permet d'analyser et d'explorer les données qui sont sur Twitter. C'est... qui a déjà été publié, c'est pour ça que vous dites que c'est pas un mouchard. Vous n'allez pas rentrer dans leur dirigeant. Voilà, c'est je publie, je donne mon avis. Et il n'y a aucun élément dans les informations qu'on propose qui ne sont pas largement accessibles à monsieur tout le monde. Nous, simplement, on le fait à plus grande échelle et on propose une idée de synthèse là-dessus. Ouais. Nous, notre vision derrière ça, c'est que Twitter, c'est le pouls du web. Et que mesurer ce pouls, on pense que ça peut donner des choses très intéressantes. En particulier, ça permet d'anticiper l'information et de mieux comprendre l'opinion. Ça veut dire, par exemple, que vous analysez les tweets, on imagine en particulier des journalistes, après les interventions, par exemple, des politiques, ou là, en l'occurrence de Matignon, en radio, par exemple, de voir ce qui monte, qu'est-ce que l'intervention qui a fait le plus réagir sur Twitter, du coup, que Matignon puisse se rendre compte que telle phrase a peut-être été mal comprise ou a été plus relevée qu'une autre. Alors, il y a plusieurs cas d'usage. Il y a des cas d'usage pour la communication et il y a des cas d'usage pour le marketing. Les cas d'usage pour la communication, c'est, si vous voulez, de mesurer l'impact d'une information, de mieux comprendre sa diffusion, savoir est-ce qu'on est sur le pic, est-ce qu'on est en train de redescendre. Sa durée de vie, oui. Sa durée de vie, est-ce que ça va se terminer, est-ce qu'on en est au tout début. Et après, il y a des cas d'usage pour le marketing. Pour le marketing, on a là des données qui sont très très intéressantes. C'est-à-dire que on a des gens qui s'expriment spontanément sur des marques et des produits et on peut synthétiser ces avis clients exprimer spontanément. Et ça, pour les marques, c'est quelque chose, des informations d'une très grande valeur. Vous êtes en train de me dire que vous traitez finalement Jean-Marc Ayrault comme un shampoing de L'Oréal. C'est la même chose sur les réseaux. Évidemment, il y en a on parle d'une personnalité politique et d'une marque de cosmétiques, donc ça n'a pas vraiment de rapport. Mais au final, pour nous, le métier, il n'y a pas de différence dans le tableau de bord. C'est la même chose. Mais est-ce que vous regardez tous les tweets? Parce que alors, je lisais quand même que les jours de pointe, c'est pas moins de 175 millions de mini-messages publiés dans le monde. C'est même 400 millions. 400 millions, alors voilà, il va y avoir des jours avec et des jours sans. En tout cas, vous avez-vous un échantillon représentatif de tweetos où c'est un mot-clé et tout ce qui est dit par n'importe qui sur ce mot-clé est intéressant? Nous, ce qu'on fait de manière très concrète, c'est qu'on définit un concept. Et ce concept, ça peut être un nom de produit, un nom de marque. Et on récupère tous les tweets relatifs à ce concept. D'accord, donc il n'y a pas d'avis qui a plus de valeur qu'un autre? Non. Mais alors, c'est pas un peu déformant quand même, parce que sur les réseaux, on réagit principalement quand on n'est pas content. C'est-à-dire que par exemple, on verra moins de tweets. Alors, Jean-Marc Ayrault, il a été super ce matin, c'était génial son intervention sur RTL ou sur LCI, que de dire, dis donc, il a donné une info qui n'était pas juste. Qu'on aime bien râler quand même en ligne. Donc du coup, ça peut déformer aussi un petit peu le message, quoi. Je pense, vous savez, je pense qu'on remarque surtout les gens qui râlent, mais il y a aussi beaucoup de messages positifs. Ouais. Et sur Twitter, il y a aussi surtout beaucoup d'humour sur tous ces sujets. Sur l'idée de la représentativité, je pense que ce qui est important de noter, c'est que Twitter a pris une très grande accélération en France depuis l'élection présidentielle et que
du coup, je pense qu'il est devenu de plus en plus représentatif. Il y a de plus en plus d'utilisateurs et je pense que ses avis deviennent de plus en plus intéressants, de plus en plus représentatifs. Une fois qu'on peut regarder tout le monde. Vous parliez d'humour, et justement, c'est un gros souci. On a lu pas mal d'articles en ce moment, parce que c'est un problème que rencontrent toutes ces boîtes de e-réputation et de conseils sur les réseaux qui fleurissent en ce moment aux États-Unis comme en France. C'est tout cet humour et cette acidité, ce deuxième degré sur Twitter. Comment est-ce qu'on fait pour le déceler, pour ne pas comptabiliser comme positif un message, par exemple, waouh, trop jolie la cravate François Hollande, alors qu'en fait, on pense exactement le contraire. Comment est-ce qu'il faut le lire humainement, ou est-ce qu'un robot, comment un robot pourrait-il déceler l'ironie? Alors effectivement, le problème de la détection de l'ironie est très compliqué. On a des techniques statistiques, algorithmiques pour distinguer le positif du négatif. Et la manière dont ça marche, si vous voulez, c'est qu'on va essayer de repérer des mots. On va repérer un mot comme par exemple détester. Et quand on a ce mot-là, on va se dire oh, c'est un message qui est plutôt négatif. Le grand problème de ces méthodes-là, c'est qu'elles marchent relativement mal. Et en particulier sur Twitter, où les messages sont très courts, on a très peu de mots sur lesquels opérer. Et à partir de là, on va avoir des faibles précisions. Nous, on a une approche complètement différente. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à identifier les éléments les plus importants, les éléments clés, et les ressortir pour que l'opérateur humain qui utilise le logiciel fasse sa propre interprétation. D'accord, Ah oui, il y a d'accord. encore des humains derrière. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de cravates, beaucoup de messages avec cravate, c'est que c'est pas forcément nécessairement parce que les tweetos ont trouvé la cravate jolie, quoi. C'est A ça, priori. on laisse C'est que la cravate a fait réagir. On laisse l'utilisateur finalement faire sa propre interprétation et on lui fournit les éléments qui lui permettent de la faire le plus facilement possible. Et comment vous marchez concrètement avec Matignon? Il vous donne par exemple des dossiers sur lesquels axer plus principalement votre scan ou pas? Par exemple Notre-Dame-des-Landes, par exemple la crise à l'UMP, par exemple. Pas vraiment comme ça. L'approche est beaucoup plus globale. On fournit plutôt l'accès à un ensemble de choses relatives à la presse francophone. Mais c'est vous qui les alertez? Pas du tout. Nous, ce qu'on fournit, c'est simplement une brique technologique. On fournit un logiciel qui est accessible en ligne et ils l'utilisent. On ne sait, par exemple, je ne sais pas avec précision ce qu'ils font avec. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ça, il y a une démarche. La démarche, elle est surtout de mieux comprendre l'avis, l'opinion et les attentes des gens. Et ça, c'est une démarche qui est plutôt vouloir obtenir cette connaissance-là. C'est une démarche qui est positive, qui est très saine. Et est-ce que ça peut remplacer les sondages? Par exemple, Sarkozy avait fait les frais, évidemment, de l'hémorragie de sondages qu'il y avait eu au moment où il était à l'Élysée. François Hollande, lui, s'était engagé pendant la campagne à dire on ne va pas faire trop de sondages, on va se calmer là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça peut remplacer ou que ça peut épauler un sondage? Je pense que ça peut épauler un sondage. L'idée, je pense en particulier pour une marque, l'idée, ça va être, quand on fait un sondage, on ne sait pas forcément bien quelle question se poser. Si je suis une marque, je peux peut-être repérer que sur Twitter, il y a une association, par exemple, entre ma marque et, je ne sais pas, par exemple, le sport extrême. Et si j'avais jamais su que cette association existait, je vais peut-être pouvoir aller ensuite faire un sondage pour aller creuser cette question plus en détail. Ah oui. Et là, je fais moins de sondages, mais surtout, je fais des sondages beaucoup plus efficaces. J'ai répondu beaucoup mieux aux questions que je me posais. Ouais. Donc vous pouvez rentrer dans un cadre de plan d'économie de l'État, quoi. En tout cas, pour les marques, c'est un bon outil en temps de crise. C'est faire moins de sondages, faire des sondages plus utiles. Je pense que c'est très intéressant. Et quand je parlais de système d'alerte, si eux, ils loupent quelque chose, on peut imaginer, Matignon qui voit pas du tout une grogne monter sur quelque chose. Je pense aux pigeons, par exemple, qui sont mobilisés au début, en tout cas spontanément, même si après, il y a eu un peu des récupérations à droite et à gauche. Est-ce que ça rentre pas dans votre rôle de garder les oreilles grandes ouvertes sur Twitter pour leur dire attention, il y a un truc qui s'appelle les pigeons et qui est en train de monter? Nous, ce qu'on fournit, c'est un élément technologique. Cet élément technologique, ce logiciel, il donne un accès aux choses les plus importantes. Il montre ce qui est en train de monter. C'est pas nous directement ce qu'ils faisons. Nous, on fournit juste un élément technologique. Et vous avez formé du coup les équipes du groupement, formé, c'est peut-être je sais pas comment ça s'est passé, mais vous leur avez expliqué, j'imagine, comment fonctionnait votre outil, et vous les avez alertés justement sur comment faire pour pas louper une info, pour pas quand vous avez fourni votre logiciel à Matignon. Ce qu'on a tenté de faire dans ce logiciel, c'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois puissant, mais aussi très simple à prendre en main. Notre objectif, c'est d'avoir quelque chose qui s'intègre très facilement au processus de l'entreprise. Les retours qu'on a là-dessus, c'est que les gens apprécient, les utilisateurs apprécient énormément sa puissance et la facilité de sa prise en main. Vous pensez qu'on est plus honnête sur Twitter que quand on répond à un sondeur? C'est aussi peut-être ça la force de ces réseaux? On s'exprime spontanément. Ouais. On n'attend pas que quelqu'un nous demande notre avis, on le donne directement. Mais c'est peut-être ça qui peut brouiller le message du coup aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne me pose pas la question, donc je donne mon avis, mais je peux très bien ne pas donner mon avis sur tel ou tel sujet.
C'est-à-dire que les personnes qui vont s'exprimer sont des personnes qui auront envie de s'exprimer, alors du côté positif ou négatif. Mais... Oui, mais au final, sur 400 millions de tweets par jour, on va avoir des éléments sur tous les sujets. Au final, même si les gens ne s'expriment pas sur absolument tout, il y a forcément un ensemble de gens qui s'expriment sur chaque sujet important. Et je vais vous poser une question, pourquoi pas Facebook? On sait que, bon, on le disait, Twitter, c'est entre 5 et 8 millions d'utilisateurs en France. On ne sait pas exactement, ils cachent ces données-là. Facebook, ils disent qu'ils ont 26 millions d'utilisateurs en France. C'est pas plus représentatif? C'est parce que les profils sont fermés? Nous, si on a choisi Twitter, c'est principalement pour l'aspect public de ces données. Ouais. Ces données, elles sont publiques et largement accessibles. C'est pas vraiment le cas sur. Sur Facebook, il faut être ami avec chacun des Français. Ça peut être et l'utilisation, on est différente. Twitter sert beaucoup à se créer une audience, relayer de l'information publique. Nous, notre pari, c'est que Twitter, c'est le pouls du web. Il permet d'avoir une vision représentative de ce qui se passe sur le web. Et si quelque chose est important, on en parle sur Twitter. Alors, vous existez depuis 2 ans et demi à peu près. Vous bossez pour Matignon depuis cet été. Vous avez d'autres ministères en ligne de mire? On aimerait bien. Nous, on pense qu'on fournit une solution qui est intéressante et qui peut fournir des résultats et des choses intéressantes. On aimerait bien travailler avec plus de gens, effectivement. Vous êtes une structure jeune, on le disait, et du coup, vous êtes nombreux. Ça représente de l'emploi. Pour vous, c'est un secteur qui va exploser. Pour le moment, on est trois à avoir monté la boîte. On compte étendre l'activité, on compte notamment recruter dans des secteurs de recherche et développement et aussi dans des secteurs commerciaux. Et puis vous bossez pour des grosses boîtes quand même aussi, Oui. des bonnes entreprises, on peut les citer si vous voulez, en citer 2 ou 3, des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Nous, on travaille avec des entreprises dans plusieurs groupes. On travaille avec des agences de gestion de crise, des cellules d'intelligence économique. On travaille avec les institutions, on en a beaucoup parlé, et aussi avec certains grands groupes. Écoutez, merci beaucoup. Ça s'appelle VisiBrain, longue vie à vous. Alors, ça fait donc 2 ans et demi que ça dure. Vous nous suivez de près, mais nous aussi, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Merci beaucoup, Samuel Merci de m'avoir reçu. Restez avec nous 2 petites minutes. La première partie du ZapNet, c'est préparé par Thibaut Vézirian. This dramatic-looking colour change on some of Sydney's eastern suburbs beaches has a rather fishy smell. Allez, voilà pour la première partie. Tout de suite, c'est l'heure du journal et puis ensuite, on parlera de l'UMP sur le web. Vous allez voir, la crise de nerfs à l'UMP sur Internet. Et de moustaches et d'humour. Merci beaucoup, Samuel. Merci. À bientôt. Restez avec nous sur LCI.